Je suis très contente maintenant d'appeler auprès de nous Halima Ouanada, qui nous vient de Tunis. Elle est docteure de l'Université de Strasbourg, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de sciences humaines de Tunis. Et surtout, nous lui sommes très reconnaissants, je le dis avec ma casquette de secrétaire général de la Société internationale d'études du XVIIIe siècle, nous lui sommes très reconnaissants tous parce qu'elle préside, et elle a été la force motrice derrière la mise en place de la société tunisienne, l'association tunisienne d'études des Lumières, l'ATEL, et qui évidemment s'attache à diffuser la connaissance des Lumières en Tunisie, mais aussi à propager les idées et les idéaux des Lumières. Alors, Halima est l'auteur de nombreux livres, dont certains ont été primés. Elle a travaillé, et c'est au cœur des questions qui nous arrêtent depuis ce matin, sur la femme chez Voltaire. Et elle s'intéresse beaucoup à la femme au XVIIIe siècle, au rapport entre Occident et Orient. Et donc, elle nous parle aujourd'hui de Voltaire, notre contemporain. Merci. Debout, je crois, sauf si tu as besoin de ça, à ce moment-là, on va te bouger. Je vais me mettre comme tu veux, sinon on doit bouger ça en même temps. L'important, c'est d'accord. Ça, c'est pour avancer. Ah, d'accord. Bon, ça va très bien. Bien. D'abord, je tiens à remercier notre chère Valérie et Catriona pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous dans ces temps difficiles. Ce matin, Patrick avait amené Voltaire en Angleterre, et il a évoqué Boris. Moi, je vais faire de notre président et quelques hommes politiques des voltairiens qui s'ignorent. Ça tombe très bien, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de Al-Mutanabbi, mais j'en parlerai aussi un petit peu parce que notre cher président adore faire référence à Al-Mutanabbi. Bien, en préposition donc à la proposition, à la réponse de réponse à la question posée par ce colloque, que reste-t-il de l'ironie voltairienne aujourd'hui? Je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse à partir du contexte tunisien, qui rappelle aujourd'hui plus que jamais, à mon sens, le contexte du siècle des Lumières. Entourés de forces obscures depuis la Révolution, les citoyens tunisiens ne cessent de combattre des infâmes de tous bords. Et c'est justement l'ironie qui leur sert d'outil infaillible, faisant d'eux des voltairiens qui s'ignorent. En effet, depuis une décennie, ils ne cessent de manier le verbe en quête d'une liberté d'expression constamment en danger. Exploiter... Alors... Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Donc, exploiter à profusion, et avec toutes ces manifestations et ces procédés, l'ironie et l'humour populaire, rappelons-le, qui puisent leur source dans un héritage culturel arabe, sont devenus le sport national pour un peuple avide de liberté et de liberté d'expression notamment. On rit de tout, peu importe le prix, peu importe le contexte, peu importe le moyen. La presse du monde parle même d'un phénomène qui interpelle. Pour certains psychologues, il s'agit de l'une des particularités de la société tunisienne. Elle est une barrière protectrice contre tous les types de violences qui relèvent d'ailleurs des mécanismes de défense universels devant les situations insupportables, voire indicibles. Henri pour guérir, pour reprendre le titre de l'œuvre de Henri Rubinstein. Je tiens à préciser tout de suite que ce qui m'intéresse dans la présente étude est surtout le rôle que joue l'ironie en tant que mécanisme de rupture, de reconstruction et de création, comme ce fut le cas au siècle des Lumières. Mais avant, il serait judicieux de s'interroger sur la place qu'occupe déjà Voltaire en Tunisie, surtout post-révolutionnaire. En Tunisie encore fragile, une Tunisie encore fragile, qui tente de préserver tant bien que mal sa démocratie constamment menacée. Pour ce faire, je vais tenter d'examiner tout d'abord la place qu'occupent déjà les textes des Lumières en général et Voltaire en particulier en Tunisie. L'objectif étant d'élaborer un début d'état des lieux sur la place qu'il occupe, notamment dans les manuels scolaires et sur les réseaux sociaux, et de comprendre par la suite le pourquoi de l'indifférence, voire du rejet à l'égard de ce grand philosophe des Lumières
que je considère, tel qu'annoncé dans le titre de ma communication, comme notre contemporain, comme intemporel, en raison justement des différents sujets qu'il a traités. Pour m'arrêter enfin sur comment les Tunisiens se sont-ils appropriés le rire acerbe voltairien au point de les considérer comme de véritables voltairiens qui s'ignorent. Pour revenir à la place qu'occupe Voltaire en Tunisie, je peux d'ores et déjà dire que les références à son œuvre sont réduites à la portion congrue. De ma génération, par exemple, très peu de chercheurs s'intéressent à ses écrits. À part l'étude faite sur la dramaturgie de Voltaire par mon professeur Abdjil Qaroui, parti depuis quelques années à la retraite, et celle que moi-même ai réalisée sur la femme dans le théâtre de Voltaire, très peu de chercheurs s'intéressent à lui. Diderot, Rousseau et même Sade, aujourd'hui, semblent avoir un peu plus de succès que lui. C'est qu'en réalité, attendez, donc, vous voyez les manuels, on va y arriver, hop. C'est qu'en réalité, Voltaire fait doublement peur, en raison d'abord de son œuvre colossale et ensuite à cause de la réputation qu'on lui a accolée depuis des siècles, qui est celle d'écrivain anti-islam, et dont la preuve avancée est sa célèbre pièce de théâtre Mahomet ou le fanatisme, écrite en 1739 et jouée pour la première fois en 1741. Cette pièce que Voltaire a retirée après 3 représentations seulement pour prévenir une interdiction par le Parlement de Paris, posait dès sa création problème et continue encore aujourd'hui de susciter l'animosité. Son interdiction à Genève il y a quelques années et la polémique qu'elle a suscitée en est la preuve. Pour anecdote, j'en ai moi-même fait l'expérience en la proposant une première fois aux étudiants de l'agrégation en langue arabe à l'École normale supérieure de Tunis et une deuxième fois aux étudiants du master de philosophie à l'Université de Tunis-El-Manar. Fort heureusement, le rejet, ça a été, comment dire, il y avait une espèce de suspicion, mais fort heureusement, le rejet fut de courte durée et la fréquentation du texte a vite eu raison de la suspicion du départ. C'est ce qui explique sans doute son presque absence des manuels scolaires. J'ai essayé de faire rapidement le tour de ces manuels et voilà ce que j'ai obtenu. Donc, vous avez là ce que vous voyez, les manuels. J'ai essayé de faire un tableau pour voir quels sont les textes. Alors, dans les 2 éditions que vous avez vues en haut, des manuels scolaires, celles de 2004 et 2008, les textes traitant des philosophes des Lumières sont peu nombreux et ceux de Voltaire se résument à 2 textes principaux, Le Nègre de Suriname, une seule fois, et Prière à Dieu, 3 fois. Une manière sans doute de le racheter de son péché de porter atteinte à l'islam. À l'université, la situation n'est pas meilleure. D'ailleurs, lorsqu'on parle de lumière dans l'historiographie tunisienne, on vise en fait 2 domaines de la recherche historique qui sont distincts en Tunisie. Le premier concerne l'étude de l'impact des idées des Lumières sur la Tunisie faite par des historiens tunisiens. Le second se rapporte aux travaux faits par des historiens tunisiens aussi, mais sur le mouvement des Lumières en France et partant sur l'ensemble du XVIIIe siècle européen. Sur l'impact des Lumières sur la Tunisie, il faut dire que cet axe de recherche est resté très marginal dans l'historiographie tunisienne, sans doute parce qu'il n'y en a pas eu d'une manière directe et immédiate. La recherche souffre là d'une grande lacune, à cause surtout d'un important déficit dans la documentation. Quoi qu'il en soit. À la lumière de ces premiers résultats, je peux dire que généralement, les Lumières, et Voltaire en particulier, n'intéressent pas vraiment et constituent un objet de critique, parfois même de rejet. Après, il faut attendre toutefois 2012, après la Révolution tunisienne, pour enregistrer un regain d'intérêt pour Voltaire. Donc, voilà. Notamment sur les réseaux sociaux. Son portrait ainsi que ses propos en français et en arabe sur la politique, sur la tolérance et sur le fanatisme sont interpellés à un moment fatidique de l'histoire de la Tunisie, qui est celui de l'arrivée de l'islam politique au pouvoir. D'ailleurs, on peut remarquer dans les citations partagées sur les pages des internautes les textes qui rappellent ceux proposés au programme scolaire déjà évoqué, les textes sur la tolérance, ainsi de suite.
j'ai essayé de faire aussi un tableau pour voir à partir de quand. À partir de 2012, on s'intéresse à Voltaire, 16, 17, 19, et puis regain d'intérêt 20 en 2020 et 2021. Là, après avoir fait, bon ça c'est la pièce source du rejet de Voltaire en Tunisie, et je pense même dans le monde arabe en général. Mais malgré ce constat mitigé entre rejet et intérêt, je peux avancer que les Tunisiens peuvent être considérés comme des voltairiens qui s'ignorent. J'insiste. L'ironie, la parodie, la satire et l'humour ont toujours été leur point fort, et ce même dans les moments les plus difficiles et même bien avant la Révolution. Les Tunisiens ont ça dans le sang. Ils aiment par-dessus tout rire et aiment affectionner les bons mots. D'ailleurs, la Révolution tunisienne a été un moment d'apothéose et de créativité sociale qui, parallèlement à la manifestation de la violence, s'est exprimée aussi avec de l'allégresse. Et c'est ce mélange insolite entre la joie et la douleur, le tragique et le comique qui a permis la résistance. Durant les années qui ont suivi la Révolution, une véritable catharsis discursive ironique s'est emparée des Tunisiens, aussi bien sur le plan réel que virtuel. Les images satiriques, les vidéos comiques, les dessins et graffitis humoristiques visant principalement les décideurs politiques fusent de tous bords en réaction aux longues années de silence et d'oppression. Ces manifestations diverses et variées se sont érigées en de véritables langages nouveaux, énonciateurs d'une nouvelle socialité, dans la pierre de touche et la dérision. Moyen de résistance, catalyseur social et thérapie groupale, l'ironie a eu une signification sociale, comme l'explique Bergson. Émergée spontanément et érigée en sport national, elle s'opère et se nourrit de complicité groupale et devient l'instrument infaillible de critique politique et sociale. Les exemples sont légion, mais je vais me contenter de 3 exemples récents qui m'ont interpellé en raison de l'écho qu'il suggère à Voltaire. Le premier exemple est un statut que j'ai intitulé « Nos frères les contrebandiers, ne nous laissez pas tomber comme ils l'ont fait ». Je lis, vous avez le statut en arabe et je lis la traduction. Vous qui ne nous avez jamais laissé tomber, à l'Aïd, vous nous ramenez les moutons d'Algérie pour que les pauvres gens célèbrent l'Aïd comme tout le monde. Lors des mariages, vous nous ramenez le téléviseur, le réfrigérateur, le climatiseur et le nécessaire de la mariée. Vous secourez même les riches en leur ramenant le chocolat suisse et le fromage français. Vous avez toujours été à la hauteur à notre égard. Quand l'État augmente les prix du tabac, vous vous fâchez et vous nous en ramenez 3 fois moins cher. Vous nous ramenez même le carburant à moitié prix et à haute qualité. Vous avez aidé même des pays frères en leur vendant l'eau, les pâtes, l'huile, les médicaments et même la bière nationale. Aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de vous. Nous avons besoin de 2 millions de doses de vaccins, de préférence Pfizer, de 2000 concentrateurs d'oxygène et de 500 lits de réanimation. Nos frères, les contrebandiers, ne nous laissez pas tomber comme ils l'ont fait. On compte sur vous et sur le bon Dieu. Il s'agit en effet d'une prière écrite en dialecte tunisien adressée non pas aux dieux de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps, mais aux contrebandiers qui semblent avoir plus de pouvoir que les décideurs. En effet, dans un contexte caractérisé par une hausse vertigineuse du nombre de nouveaux cas de Covid, d'une hausse du nombre de décès, d'une campagne de vaccination fonctionnant au ralenti en raison du manque de vaccins, l'animateur et producteur télé Mouaz Benrarbi, je le cite parce que c'est une personnalité publique, publie le 29 juin donc 2021 ce post Facebook ironique, criant, épinglant sans les citer les autorités et leur échec à fournir des vaccins. Son message s'adresse à une poignée de contrebandiers réputés en Tunisie d'importer tout ce qui est introuvable dans le pays et de le proposer à de bas prix. Après avoir rappelé les différents produits importés par les contrebandiers, Mouaz Benrarbi a conclu son message en leur demandant d'importer des vaccins de préférence de marque Pfizer, des concentrateurs d'oxygène et des lits de réanimation. Le deuxième exemple, alors,
Pas ça. Alors, le deuxième exemple est celui du je suis fatiguée. Caricaturiste et blogueur Z, qui est un personnage créé en 2007 à travers le blog Débat Tunisie en signe de protestation contre les méga-projets planifiés aux berges du lac, un lieu huppé à Tunis, par des sociétés immobilières émiraties. Z se représente en flamant rose par sympathie pour les oiseaux migrateurs du lac. Censuré sous le régime de Ben Ali et tout en gardant l'anonymat malgré la chute de son pouvoir, il reprend de plus belle son activisme qui n'épargne ni les nouveaux partis politiques ni les anciens du régime qu'il appelle les mauves, en référence à la couleur fétiche du parti politique du feu Ben Ali. Donc vous avez la première image. Celle-là qui figure dans Débat Tunisie tourne en dérision la décision de faire des journées portes ouvertes de vaccination sans y être vraiment préparé, ce qui a eu l'effet inverse. Parodiant le pèlerinage vers la Mecque, on y voit des milliers de pèlerins qui prennent d'assaut le centre de vaccination. L'infirmier, sur le point de fermer les portes de la Mecque des vaccins, annonce à la foule « Rentrez chez vous, Dieu n'existe plus ». L'ironie portée à son comble vise les deux systèmes religieux et politiques et pointe du doigt à la fois l'ignorance du peuple et la mauvaise gestion du gouvernement, laissant seule la science comme seule salvatrice. Le deuxième... je ne sais pas comment... Voilà. La deuxième image tourne en dérision le président, s'adressant à Ash-Sha'b Yurid, le peuple veut. C'est son slogan, son célèbre slogan. Son célèbre, voulant dire le peuple veut, et c'est un slogan qui est incarné par les héros. Alors vous voyez, des bandes dessinées qui représentent cette jeunesse en dérive, qui a fait entrer le pays dans une impasse en votant pour lui. Sa caricature portant la phrase en bas, si vous voulez, jusque-là, tout va très bien. Dans le titre, rappelle ironiquement, le tout est bien dans le meilleur des mondes, de Candide, de Voltaire, et qui rend compte de l'absurde du contexte tunisien et de la difficulté de céder à l'optimisme leibnizien. Quant au troisième exemple, alors, au troisième exemple, et là, mon ami, vous allez être heureux parce vous avez El-Mutanabbi, Ibn al-Muqaffa, et vous avez El-Ma'ari. Donc, quant au troisième exemple, et non des moindres, donc, à part Z et à part le statut de Mouaz Ben Gharbiya, donc je vais me consacrer un petit peu au discours du président lui-même, qui, représentant le pays, il va aussi il va porter à son apothéose aussi l'ironie. Donc, Kais Saïd lui-même, qui se trouve à la fois, alors, il condense tous les éléments de l'ironie, donc il se trouve à la fois énonciateur, récepteur et cible de l'ironie. N'ayant pas encore le recul nécessaire, donc ni les outils d'analyse adéquats pour le juger, pour le cerner, le classer ou même pour deviner ses réactions, il me semble un exemple très intéressant en raison justement de cette difficulté et de cette ambiguïté qui caractérise le personnage. Toutefois, je puis avancer qu'on pourrait le situer à mi-chemin entre Candide, Pangloss et Voltaire lui-même. Déjà, avec sa posture guindée, le personnage a immédiatement, et avant même d'être élu, il a été la cible de railleries et de rires. Parlant une langue désuète, recherchée, doublée d'une tonalité grave qui rappelle le latin de l'Église, il pourrait incarner à souhait, mais en l'apparence, Pangloss, ce philosophe pédant dans Candide. Se situant en dehors du contexte tunisien post-révolutionnaire, le personnage semble venir d'un autre monde. On le surnommait Robocop, ou même Monsieur Propre, en référence à son honnêteté et à sa droiture. Il semble tout droit sorti d'un livre d'histoire. À cela s'ajoutent les différentes références à des classiques littéraires d'élitistes qui renvoient à un discours amphigorique devenu son image de marque. Là aussi, 3 références me semblent très intéressantes, que vous voyez, en raison de leur profonde symbolique et aussi parce qu'elles renseignent sur l'ancrage historique et littéraire de l'ironie dans la littérature arabe qui, ajoutée à l'influence plus ou moins indirecte du rire voltairien, constitue une particularité chez le personnage et partant chez les Tunisiens.
La première référence, c'est celle de Khalil Awademna, de Abdallah ibn al-Muqaffa, qui est un célèbre littérateur perse du 8e siècle et premier grand prosateur de langue arabe qui a probablement inspiré La Fontaine pour écrire ses fables. Il est considéré comme le père de la littérature d'adab, la littérature, et de la prose arabe. Il est aussi l'un des premiers traducteurs d'œuvres persanes et indiennes vers l'arabe. Ses principaux ouvrages sont Le Grand d'Adab, premier essai de formulation explicite du concept d'adab, et surtout Khalil Awademna, qui est une traduction et adaptation des fables de Bidpai. La deuxième, donc ça c'est la première image, la deuxième est Risalat al-Ghufran, représentée par Al-Ma'ari, ou, pour traduire en français, l'épître du pardon. Dans cette œuvre, ce qui intéresse en fait, c'est un mot, un terme spécifique, Zaqafouna, qui a été beaucoup employé par le président et qui veut dire littéralement porter quelqu'un sur le dos en ayant les jambes des deux côtés, pendues des deux côtés. L'image que le mot suggère et le terme lui-même, où l'association des lettres Z et K ont une connotation très sexuée en dialecte tunisien, provoque le rire des jeunes d'aujourd'hui qui finissent par l'adopter et l'utiliser, alors qu'à l'origine et en tant que tel, il n'a rien de péjoratif. Pour l'histoire, le mot renvoie à l'œuvre d'un grand classique donc, de la littérature arabe, qui est Abul Ala al-Ma'ari. Il s'agit en effet d'un grand poète arabe qui a vécu entre le Xe et le XIe siècle, connu pour sa vision pessimiste du monde comme Pascal, point de départ, selon lui, pour toute réflexion philosophique. Grand poète lyrique solitaire, il a été traduit en français par Adonis. L'histoire raconte sa visite du paradis, où il rencontre ses prédécesseurs, poètes païens, qui ont trouvé le pardon. La troisième, donc et dernière référence renvoie à Al-Mutanabbi. Et surtout, c'est un autre poète de renom et qui a un rapport assez conflictuel avec un roi appelé Abul Misk Kafur al-Irshidi. Il s'agit de Abu Taïb al-Mutanabbi, qui est un poète arabe né au Xe siècle à Bagdad, qui est un poète d'une grande intelligence, maîtrisant très bien la langue arabe. D'ailleurs, le surnom d'Al-Mutanabbi, qui veut dire celui qui se dit prophète, il le doit à ses textes considérés comme arrogants parce qu'il se comparait aux prophètes. D'ailleurs, ce sont ces poèmes qui ont causé sa perte. Sa relation avec le roi Kafur al-Irshidi a vacillé entre l'éloge et la raillerie en raison des promesses non tenues. Reproche qui revient toujours dans le discours de Qais Saïd à l'encontre des hommes politiques avant lui qui ont trahi le serment de fidélité au pays. Ironie du sort, il a suffi de la référence à cette histoire pour se voir accoler lui-même, le surnom d'Al-Irshidi, un surnom qui n'est pas du tout flatteur et qui a remplacé aujourd'hui son vrai nom dans les discussions et conversations sur les réseaux sociaux notamment. Un extrait d'un article publié... Ça, c'est pas encore là. Bon, mais je peux vous le laisser. Un extrait d'un article publié sur Africa Manager le 11-10-2021 qui tourne en dérision sa lenteur dans l'annonce de la composition de l'équipe gouvernementale le prouve, appuyé par une image du président allongé sur un fauteuil sans souci. C'est un petit peu, on pourrait échanger le fauteuil par celui de Voltaire et voilà. Alors, je vous lis le statut. Hier encore, le chef de tout l'État a posé un lapin à Sha'b Yurid. Le peuple veut. La population de tous ceux qui attendent l'annonce du nouveau gouvernement, comme le laissaient croire beaucoup de sources sur les réseaux, qui indiquaient même qu'il aurait reçu dimanche soir les membres du nouveau gouvernement, ira ainsi se plaindre au lézard d'Al-Irshidi, qui lui racontait il y a quelques jours l'histoire du lapin venu porter plainte contre le loup au lézard. Il se trouve que paradoxalement, ces trois poètes, donc pour revenir à ces trois références littéraires interpellées par le président, que ces trois poètes, Ibn al-Muqaffa, Al-Ma'ari et Al-Mutanabbi, que le président interpelle dans son discours, ou interpelle constamment dans son discours, ce sont les poètes les plus satiriques et ironiques de la littérature arabe.
classiques, qui manient très bien la langue arabe et l'ironie et qui ont toujours entretenu une relation ambiguë, voire conflictuelle avec le pouvoir et qui a fini par causer leur perte à tous. En les interpellant alors qu'il représente lui-même le pouvoir et en soi très ironique. D'ailleurs, pris à son propre jeu, tel l'arroseur arrosé, il est plus rangé du côté du roi dénigré, Al-Irshidi, plutôt que du poète intelligent qu'il éprouve beaucoup de plaisir à le citer à chaque fois. En citant des auteurs généralement proches du pouvoir, il se ridiculise lui-même. Toutefois, inconsciemment ou à dessein, par cette référence à ces poètes classiques qui figurent dans les manuels scolaires, le personnage contribue, à mon sens, à créer une véritable dynamique de réflexion créatrice de nouveaux codes et qui est favorable à l'émergence de nouvelles idées. Car par sa posture, son discours en dehors du contexte et au-delà du rire qu'il invoque, c'est surtout le fait d'interpeller le citoyen de tous bords et d'une manière vraiment démocratique, sans distinction aucune, et de l'inviter à s'engager dans un véritable processus de réflexion à la fois individuelle et collective. Poussant à la création de véritables salons littéraires, de réflexion et de débats politiques, littéraires, philosophiques, sociologiques, qui prennent place partout, aussi bien dans l'espace réel que virtuel, à la manière des salons du XVIIIe. D'ailleurs, là où il est intéressant de rappeler que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les salons littéraires ont existé dans le monde arabe à peu près 800 ans avant ceux du XVIIIe siècle. Le tout premier salon est celui de la princesse et poétesse Walleda, fille du premier calife omeyyade de Kardou, Mohamed III, et en même temps muse du célèbre poète arabe Ibn Zaydoun, membre de l'une des plus vieilles tribus arabes à immigrer vers l'Andalousie. Ainsi, quoi qu'il en soit, donc ça c'est juste un rappel, ainsi, ce citoyen lambda se retrouve ainsi, par les références du président, bon gré mal gré, amené à réviser ces classiques, se trouve ironiquement presque obligé à réviser ces classiques donc, ou du moins revenir à la véritable histoire pour en connaître les tenants et aboutissants, pour en décoder de manière individuelle les symboles en quête d'une construction, d'un cheminement presque philosophique, d'un sens, miroir d'une réelle créativité individuelle. Et c'est à mon sens l'action la plus intéressante accomplie par ce personnage qui, de Candide à Pangloss, il devient un véritable Voltaire des temps modernes, dont l'exploit serait non pas de cultiver la fidélité à des éléments d'une doctrine, pour citer « Qu'est-ce que les Lumières » de Michel Foucault, évoquant les Lumières, il actualise même à son insu le type d'interrogation philosophique qui problématise à la fois le rapport au présent, le mode d'être historique, et là je cite Foucault, et la constitution de soi-même comme sujet autonome. Et c'est justement cette attitude qu'il convient de garder vivante, celle qui appelle l'âge de la critique. Merci pour votre attention.